Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. À Paris, Hôtel Pullman Plus Club, nous sommes en compagnie d'un spécialiste. Un spécialiste qui va nous parler de sujets d'une certaine importance pour la modernisation de nos continents, l'Europe, l'Afrique et ailleurs d'ailleurs. Vous êtes monsieur Paulin? Oui, Mirola, oui. Paulin? Oui, bah, enfin, le prénom c'est Paulin, le nom c'est Mouroula. Mouroula, Voilà. Très bien. Ouais, Alors vous êtes d'origine de quel pays? mais je suis congolais d'origine. D'origine, Ouais. parce que on doit toujours se poser des questions parce que les Congolais maintenant, si quelqu'un veut profiter de la manne congolaise, se donne l'identité congolaise tout de suite pour. Ah bon. Pourtant, c'est pas difficile hein, de savoir qui est congolais. Ah, dites-moi comment faire pour savoir si c'est celui qui est congolais ou pas. Enfin, C'est intéressant de le dire, hein. Un peu, montez un peu votre voix pour que la caméra puisse. Ah oui, mais bon, tout en sachant que c'est pas le sujet qui nous. Oui, bien sûr, qui nous préoccupe, mais c'est quand même intéressant de le savoir. Enfin, il y a deux façons. Soit on demande de manière régulière et naturelle la nationalité congolaise, une fois qu'on est sur le territoire congolais ou qu'on est né sur le territoire congolais et on a cette nationalité, si, bien entendu, l'administration est efficace, efficiente aussi, à ce moment-là, il n'y a pas d'ambiguïté pour les gens qui souhaitent acquérir cette nationalité de l'avoir, il n'y a pas de problème. Comme nous tous, à l'étranger, on peut acquérir la nationalité américaine, française, etc., en respectant l'ordre, c'est tout à fait naturel, et même c'est dans l'ordre des choses. Ou alors, on est né congolais, ou enfin, comme on est né français, on est né américain, etc. On est né congolais, et c'est pas difficile de vérifier, puisque dans ce pays, il y a quand même un système de chefferies, de coutumes, etc. On sait qui vit dans quel village, donc c'est très facile de savoir cette personne est la fille ou le fils de tel. Si on avait une administration une territoriale qui... Vous parlez bien de la RDC, hein? Ben, de la RDC, tout à fait. Il n'est pas difficile aujourd'hui de dire, voilà, vous dites vous êtes congolais de naissance, quel est votre village? C'est très facile. Et dans les villages, tout le monde connaît Tout le monde. famille. Donc, c'est pas compliqué, ça. Alors, comme c'est pas compliqué, mais ça devient compliqué maintenant en RDC d'indiquer son village natal, d'indiquer sa filiation, d'indiquer aussi, en réalité, en définitive, son appartenance. On fabrique des identités, on fabrique des noms qui sont en consonance du centre, de l'Est, voilà. Ah ouais. Et on se trouve avec un gouvernement qui est truffé d'infiltrés, de gens qui viennent d'ailleurs. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a, en 1975, Mobutu avait donné massivement la nationalité à une catégorie de personnes, ce qu'on appelle les Banyamulenge. Oui. Est-ce que vous pensez que si la 4e République venait à voir le jour, on peut revoir cette situation parce que nulle part dans le monde on a pu attribuer la nationalité massive à une communauté. C'est une question politique, hein, je parle aussi, ça me permet de comprendre, oui, de chuter par rapport à votre présence ici. Oui, enfin, c'est une question de souveraineté, hein, la nationalité, et je pense que c'est le Parlement qui doit décider, qui doit donner une réponse à cette question, naturellement. Personnellement, je pense que la nationalité, ça doit être un acte individuel qui est posé, puisqu'on adhère aux valeurs d'un pays, puisqu'on aime ce pays, puisqu'on veut contribuer à son développement, puisque soit on a une histoire, etc. etc. Bon. Alors, donner la nationalité de manière collective, on peut donner la nationalité à quelqu'un qui ne le veut pas, et donc il se retrouve avec une nationalité qui... Bon, voilà. Mais je pense que pour ne pas créer non plus des apartheid, il ne faut pas revenir sur des lois qui risquent de créer des problèmes par la suite. À mon avis, c'est une question à discuter au Parlement et voilà. Comme je disais tout à l'heure, la question de savoir si on est congolais ou on ne l'est pas, mais dans tous les villages du Congo,
on sait qui par descendance, par essence. On sait dans tous les villages. Dans votre village, vous êtes congolais, je suis sûr. Certainement. Heureusement d'ailleurs. Il suffit de poser la question à votre papa, son grand-père, il va dans le village et tout de suite on va vous retrouver. Certainement, d'ailleurs, on le retrouve tout de suite, on retrouve même mon nom par rapport à travers mon nom. Et même si on falsifie les noms, il est difficile de savoir, tiens, c'est le fils de tel, tiens, c'était, il a eu tout, voilà, il est dans ce village, etc. Donc, c'est pas facile. Donc, encore une fois, c'est au Parlement de réfléchir sur ces questions. D'entériner, de voir qu'est-ce qu'on pourra faire. Est-ce que les parlements, comme les parlements et Godillot, le parlementaire, sont de véritables, comme on dit, des agents d'une chambre d'enregistrement, croyez-vous, on peut faire quelque chose avec ces parlements? Bon, je ne me permettrai pas de donner un jugement comme je ne vis pas sur place. Vous avez été dernièrement en RDC, mais on va en parler. On va en parler. Donc, oui, mais je vais arriver tout de suite. Je vais arriver par rapport à cela. Mais pas dans un cadre politique, hein, c'est professionnel. Vous savez, quand on fait du professionnel, par définition, il y a la politique derrière. Bien parce entendu. qu'il y a des rouages politiques qui permettent que tout à fait. vous Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais pour revenir à la question des parlementaires, moi je respecte les lois. Bon, les gens ont été élus par le peuple congolais. Bon. On peut le dire vite, hein? Voilà, ils ont été élus par le peuple congolais. On peut le dire vite. J'ai dit on peut le dire vite. Donc c'est à eux de prendre les responsabilités et d'avoir cet honneur de représenter ces peuples en élisant, en adoptant, en formulant des lois qui sont dans l'intérêt de ces peuples. C'est tout ce que je peux dire. Les lois qui sont, bien entendu, au profit d'un peuple, un peuple qui est aujourd'hui dans une situation difficile. Vous venez d'effectuer un voyage en RDC. Donc avant de parler de ce voyage, je souhaiterais que vous nous parliez un tout petit peu de votre parcours. Pourquoi vous avez été amené à faire ce voyage en RDC? Le parcours et ce que vous faites ici, pourquoi vous êtes parti en RDC? Alors, en RDC, ça fait partie des sujets que je traite au quotidien dans ma profession. Alors peut-être pour revenir, je suis de formation économiste des transports. J'ai commencé ma carrière à la SNCF, où je suis toujours d'ailleurs. Et donc j'ai commencé au service qui s'occupait des lignes à grande vitesse, au niveau de la direction générale. Donc dans l'évaluation des projets. Donc tout ce qui est rentabilité, tout ce qui est décision sur est-ce qu'on fait ou on ne fait pas, dans quelle manière on les fait, où est-ce qu'on les fait. Et puis j'ai fait d'autres directions, la direction voyagère, pour essayer d'aider à mettre en place des méthodes d'évaluation pour optimiser tel ou tel secteur. J'ai aussi fait j'étais aussi à la direction des infrastructures, qui est la direction technique de la SNCF, où on conçoit toutes les techniques, où on fait l'infrastructure, où on l'entretient. Voilà, où il y a toute cette réflexion de comment développer les réseaux et voilà, et faire un peu plus d'efficacité. Et ensuite, je suis parti à la direction de l'audit et des risques. Donc, pour voir un petit peu le fonctionnement global du groupe SNCF, cette fois c'est l'entreprise SNCF plus ses filiales, au niveau de la gouvernance, au niveau de l'optimisation économique, au niveau de tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, alors le voyage en RDC. Alors, j'arrive, c'est pour vous mettre dans le cheminement, et après ça, donc, je suis parti dans une des filiales de la SNCF qui fait de l'ingénierie, et c'est une filiale SNCF RATP, qui est spécialisée dans les études des transports publics, c'est-à-dire toute la conception depuis les opportunités jusqu'à la réalisation, aussi bien métro que tramway, bus, ferroviaire, etc. Ils ont ces compétences pour pouvoir mener ces études. Et donc c'est une société qui est présente dans plus de 150 pays au monde. Ils sont leaders sur tout ce qui est métro, tout ce qui est
un métro sur deux dans le monde, c'est cette société qui l'a fabriqué, que ce soit ici ou ailleurs. Alors, pour la RDC, oui, voilà. pour la RDC, je suis parti puisque les gouvernements veulent réhabiliter... Quel gouvernement? Le gouvernement congolais. D'accord. Veut réhabiliter la ligne Kinshasa-Gare Centrale jusqu'à l'aéroport et de l'aéroport jusqu'à Kinkole. Voilà. Les Kibolabola là qui passe de Gare Centrale jusqu'à Kinkole là. Le petit train avec beaucoup de monde au-dessus là. Hein? C'est bien ces trains. On appelle ça Kibolabola. Oui, oui, tout à fait. Oui. Voilà, d'accord. Bon. Donc on est parti pour ça, sachant qu'il y a c'est un projet de la reconstruction de l'aéroport de Kinshasa. Et donc l'idée c'est de connecter cet aéroport de Kinshasa à la ville avec un moyen de transport moderne, ferroviaire. Et profiter de cet élan pour connecter ici Kinkole qui est à une zone complètement enclavée. C'est dans ce contexte que je suis parti, puisque je fais partie d'une équipe qui réfléchissait sur... Alors j'avais la responsabilité des études économiques et de la faisabilité donc, économique de ce projet. On est parti avec une équipe d'ingénieurs, etc. Alors les résultats, ça donnait quoi ces résultats? Parce qu'en fait, en réalité, en RDC, quand on dépose un dossier, il faut d'abord du bac-chiche, il faut les pourcentages pour les ministres, il faut aussi les gens, ce qu'on appelle le bureau d'études qui travaille avec vous, puisse bien entendu être un peu, enfin, utiliser une certaine largesse pour en fait que vous puissiez présenter votre dossier, ou ça se passe autrement? Non, c'est différent puisque c'est une commande de la République démocratique du Congo. C'est une commande ferme? C'est une commande des études. Donc, ils ont commandé une commande, des études. Non, parce qu'il y a un souci. Il y a une commande des études ou une commande ferme par rapport à une technologie qui devait être mise en place en RDC? Non. Il y a des étapes. Pour réaliser une infrastructure de transport ferroviaire comme celui-là, il faut des études. Et dans les études, il y a plusieurs étapes. Très bien. La première étape, je parlais du bureau d'études, c'est pour ça que je vous ai parlé du bureau d'études. Oui, mais il y a un appel d'offres, voilà, et puis ils choisissent. Mais là, ce que je sais, c'est que ça n'a pas été... ici, on n'a pas l'habitude de faire des bac-chiches pour ça. Je pense qu'ils ont fait appel à cette entreprise puisqu'elle est efficace, elle est meilleure, etc. Alors, mais ensuite, j'arrive ensuite, donc, on fait d'abord les études. On montre comment on peut faire cette ligne-là. Vous avez dit qu'aujourd'hui, il y a des circulations. Mais quand on est arrivé, ils avaient arrêté la circulation puis c'était devenu... infernal. Ouais. La sécurité n'était plus garantie. Bon. Une catastrophe en termes donc, ils avaient déjà arrêté de protection même de personnes, d'ailleurs. Ils avaient déjà arrêté la ligne. Donc, la question, c'était de dire, est-ce qu'on réhabilite? Est-ce qu'on refait complètement? Dans quelles conditions et qui va payer et comment ça sera rentable et voilà et comment on va exploiter ça parce que c'est pas évident. Alors une question dans vos études parce qu'on voit à travers tous les longs de la voie ferrée, on voit il y a eu de constructions anarchiques et tout. Comment vous allez vous mettre dans le bain pour à la fois virer tous ces mondes-là? Enfin, je ne vais pas le virer parce que il y aura ou l'expropriation de terrain. Comment voyez-vous cela? Parce que en fait, en réalité, il n'y a pas grand-chose en RDC, enfin à Kinshasa, en termes de la voie ferrée. Non, il n'y a pas grand-chose. Bon, en fait, comme je vous dis, on est dans un processus d'études. On a des études de faisabilité, ensuite on va passer dans les études vraiment un peu plus détaillées, après on réalise. Mais dans ces processus, il y a des points, notamment comment libérer la plateforme, etc., etc. Et là, on pose déjà des questions pour savoir comment, puisqu'on a inspecté la ligne, on n'avait plus la locomotive. Combien de kilomètres? On a inspecté la ligne. C'est environ 20 km. Hein. Bon. Donc, pour la question d'occupation anarchique, oui, on a vu, mais sauf que, effectivement, c'est un domaine de l'ONATRA qui était occupé de manière anarchique. Et franchement, je pense que ça ne devrait pas être très compliqué, puisque vu les bâtis qu'il y a le long de la voie, il est facile d'exproprier et de reloger les gens, puisque ce n'est pas des maisons extrêmement chères. Alors, ce n'est pas des maisons tellement chères. Alors, je lis dernièrement au niveau de la presse congolaise, en étant en contact avec un des responsables de la nouvelle société qui est mise en place en relation avec RATP pour les transports en commun. Oui. Est-ce que vous travaillez avec cette société-là? Parce que la personne a évoqué RATP
travailler en partenariat avec RATP pour la formation, etc. Est-ce que c'est une vérité ou une contre-vérité? Parce que j'ai des informations là-dessus en disant que c'est une contre-vérité, parce que c'est une personne qui voulait avoir la main mise sur cette société. Il s'appelle bien M. Enrique, qui est à la tête de cette société, que j'ai connu ici à Paris, mais en réalité, est-ce qu'il y a eu des relations entre RATP et la nouvelle société de transport en commun en RDC? Dites-nous la vérité, parce que en réalité... Bien sûr, moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas dans la politique locale. Mais moi, je ne le suis pas. Moi, je suis journaliste, je pose des questions. Effectivement. Bon, donc, je vous dis de manière professionnelle ce que j'ai vu. Voilà. Nous avons été sollicités par la RATP, notre société, pour participer à l'étude qui faisait au Congo sur, effectivement, la mise en place d'une société de bus à Kinshasa. Bon. Cette société financée entièrement à 100% par l'État congolais. Donc l'État congolais a demandé à la RATP une assistance technique pour pouvoir mettre cette société en place. Et ensuite, éventuellement, gérer cette société. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, la RATP a aidé à la mise en place du projet jusqu'à l'aboutissement du projet. Et moi, je ne suis pas de la RATP, donc je vous précise, donc je ne sais pas quels sont je ne peux pas vous dire les détails de ces contrats, mais on sait que les contrats aboutis puisque moi j'étais chargé de faire le business plan de la société, c'est la contribution, donc je suis parti dans l'équipe pour faire le business plan. Bon. En collaboration avec le directeur, M. Enrique? Non, je vous dis seulement au niveau projet comment ça s'est mis en place. Une fois que le projet abouti, on a dit voilà, l'entreprise peut maintenant être mise en place. La RATP a proposé du personnel pour pouvoir aider à piloter l'entreprise. Donc ils ont proposé un directeur technique et un directeur d'exploitation, comme c'est la science. Et ensuite ils ont proposé aussi de faire de la formation. Et ça s'était limité là-bas. Et par la suite, donc, quand la société a ouvert ses portes, on a vu que c'est M. Enrique qui était le DG. Mais à mon sens et à mon avis, ce n'est pas la RATP qui a proposé M. Enrique. D'après les informations qu'on a pu voir, ce n'est pas Enrique. Ce n'est pas la RATP qui l'a proposé. Ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé, puisque nous, notre boulot, c'était, on fait le business plan. Le business plan, c'est de dire, voilà, combien de sous, en gros, combien de sous l'État devra dépenser, mettre dans cette société pour couvrir, pour faire la subvention. C'était ça. Bon, en gros, pour résumer. Quelques mois après, on apprend qu'Enrique n'est plus en place. Et donc, finalement, le gouvernement congolais a essayé de convaincre la RATP pour lui donner un DG, un directeur général. C'est ce qu'il a fait. Il y a un nouveau directeur général qui est là depuis peut-être 4 mois ou 5 mois. Et vous savez que M. Enrique a ramené une certaine mafia dans cette entreprise, la raison pour laquelle elle a été peut-être incartée. Moi, au départ, quand il a été mis en place, je me suis posé des questions. Est-ce que le gouvernement congolais vérifie au moins l'origine de gens avec lesquels il s'associe ou bien il travaille? Parce qu'il y a quand même, vous savez, quand on embauche quelqu'un, il y a... Normalement. Là, je ne peux pas vous dire, puisque je n'étais pas dans la confidence. Monsieur Enrique, je ne le connais pas. Je l'ai vu quand on faisait les études. Je l'ai vu une fois, il était là. On nous a dit qu'il souhaitait intégrer la société. On était avec les gens de la RATP, les gens de ma société. C'est parce que c'est une couleur blanche, c'est pour cela que on croit que cette couleur blanche est synonyme de compétences. Bon, alors, c'est possible hein, dans nos pays africains, peut-être qu'il y a des gens qui pensent que quand on est... Enfin, c'est assez dommage, ça veut dire c'est la négation de soi, quoi. C'est la négation de soi, voilà, vous avez bien utilisé le terme. Si on pense que puisqu'on est de couleur, on ne peut pas avoir les mêmes compétences qu'un Européen, ça vient du racisme. Ce n'est même pas du racisme, mais c'est vraiment c'est assez honteux. C'est assez honteux. Alors maintenant, ça ne fait pas l'honneur, ça. Oui, ça ne fait pas l'honneur. Alors quand on regarde le budget de la RDC, le budget national hein, du pays qui a été voté, discuté au Parlement, voté, entériné, même s'il y a eu quelques émules là-dessus, quelques problèmes, le budget, ça ne dépasse pas 9 milliards de dollars.
avec 70 millions d'habitants, une superficie énorme. Croyez-vous, vous pouvez faire quelque chose avec cette mise en place d'organisation de transport en commun, ferroviaire, parce que j'ai vu le travail que vous avez fourni au Maroc, extraordinaire d'ailleurs, je ne sais pas si c'est bien entendu, vous avez participé à ces projets. Alors, le Maroc est bien structuré, mais croyez-vous que vous pourriez faire quelque chose? Et puis on parlait aussi à Kinshasa la mise en place d'un tramway. Dites-moi, est-ce que vous êtes au courant de ces projets? J'en ai entendu parler. Alors, je pense que pour revenir à tout ça, je pense qu'il faut partir de la vision globale. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a un pays qui est... Exemple. Je me limite au niveau de ce que je peux dire en termes de professionnels. Très bien. C'est pour ça qu'on a fait appel à vous d'ailleurs, voilà, en tant qu'expert et professionnel. Semi-enclavé. C'est un pays semi-enclavé. Nous n'avons qu'environ 39 km d'ouverture sur l'océan pour un pays de 2,4 millions de kilomètres carrés. Bon. On a des voies, entre guillemets, potentielles de routes d'environ 16 millions de kilomètres, dont seulement 5% est asphalté. 5%. 5%. Bon. 5% asphalté, j'essaierai de vous faire une petite confidence, une parenthèse là-dessus, vous allez rebondir peut-être par rapport à cela, en tant qu'expert. La Commission européenne a sorti un rapport l'année dernière en disant clairement avoir investi 1,9 milliard en RDC, mais cet argent est dans la nature. On s'est retrouvé qu'avec des broutilles, on devait fabriquer en fait plus de 300 km de route, mais on se retrouve avec moins d'une centaine de kilomètres de route. Mais oui, enfin... Alors comment on peut expliquer tout cela? C'est pour cela que je voudrais... je vous donne l'exemple, je vous donne pour rajouter un bout pour vous, pour votre gouverne, un bout, en faisant le boulevard de 30 juin qui fait 6 km à peu près, si on veut, entre guillemets. Si on monte un peu jusqu'à Kitambo, on peut dire, voilà, allez, maxi, 10 km. Est-ce qu'on peut sortir plus de 100 millions pour fabriquer une route comme ça? Parce que tout en sachant que 1 km de route, c'est 1 million de dollars. Oui, mais encore une fois, je reviens à ce que je voulais dire. Tout est question de vision, des projets de société qu'on a. Je disais que c'est un pays semi-enclavé où... Mentalement ou bien... Non. Physiquement. Non, je comprends, c'est une boutade que je viens de faire d'ailleurs. Physiquement, puisque aujourd'hui, tous les potentiels qu'on a, je parlais des voies navigables. C'est les autoroutes qu'on doit utiliser aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est ça que nous avons. Il y en a 16 000. Voilà, c'est ça qu'on devait utiliser d'ailleurs. 16 000. Les routes, je parlais de 145 000, bon, dont seulement 5% qui voilà. Comment peut-on imaginer un pays de cette importance sans pouvoir organiser des infrastructures de transport à la hauteur des enjeux du développement économique, des enjeux de l'unité nationale et des enjeux du développement social, tout simplement, de l'intégration de nos régions. Voilà. Kinshasa n'est relié, vous avez bien dit quelque chose. Kinshasa n'est relié qu'à 4 métropoles régionales. Citez-les. Bon. Si je regarde bien la géographie, il y a Matadi, il y a les Bandundu, je crois il faut que je retrouve les autres, mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on n'a pas des infrastructures qui relient déjà les différentes métropoles de nos régions à la capitale, ni des infrastructures qui relient les métropoles entre elles. Donc du coup, on se retrouve avec un pays où certaines régions
sont reliés plutôt à des pays qui sont à l'extérieur que leur propre capitale. Et donc ça ne favorise pas l'unité. Heureusement que l'âme congolaise... Pour dilapider pour le trafic de minerais, bien entendu. On remarque d'ailleurs, ces routes-là sont, comme par hasard, faites dans les endroits où il y a du minerai. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, heureusement que le peuple congolais, je pense que, quoi qu'on en dise, c'est un peuple qui veut rester uni dans sa tête, vu son histoire. Mais si ce n'était pas un peuple uni mentalement, compte tenu des infrastructures qui ne sont pas en place, qui ne favorisent pas cette unité, il y a longtemps que la balkanisation dont tout le monde parle, ce serait déjà produit. Puisqu'aujourd'hui, il y a une espèce de balkanisation économique qui est liée aux infrastructures. Les gens qui sont dans les Katanga, ils commercent plus facilement avec la Zambie et l'Afrique du Sud qu'avec Kinshasa. Les gens qui sont dans les Kivu, avec le Rwanda, l'Ouganda, etc. etc. Ce qui est primordial, c'est intéressant ce que vous dites. Ce qui est primordial aujourd'hui pour que ce pays se développe de manière harmonieuse et que préserve son intégrité territoriale, même si aujourd'hui on dit partout que la priorité du projet c'est l'unité et la croissance économique, mais les infrastructures de transport sont un élément fondamental sans lequel ces deux choses ne peuvent pas arriver. Si je prends l'aspect économique, les infrastructures de transport concourent au développement de tous les secteurs de développement, que ce soit agriculture, que ce soit les industries, que ce soit les secteurs privés. C'est à travers un développement des infrastructures de transport que tous ces secteurs peuvent se développer et qu'on peut réussir, par exemple, à diminuer la pauvreté, puisque les agriculteurs peuvent utiliser ces infrastructures, puisque entre les gens ils peuvent communiquer sans problème, sachant que quand vous avez ces infrastructures qui sont à niveau, on réduit les coûts des transports qui sont une partie énorme dans ce que nous achetons au niveau agriculture, que ce soit au niveau des imports-exports, etc. Voyez-vous, il y a à peu près 40 à 50% du coût des transports qui composent les prix de ce que nous achetons, de ce que nous importons. Alors imaginez des infrastructures qui sont en très bon état, les ports, par exemple, qui sont bien entretenus, qui ont une productivité énorme, les chemins de fer qui est connecté avec la route, avec le fleuve, de manière à faire des corridors depuis Matadi jusqu'à Kisangani, de Kisangani, ainsi de suite jusqu'au Katanga. Là, on aura des coûts de transport réduits. Donc, et les prix, bien entendu, les prix vont baisser. Ça va répercuter au niveau des prix, bien entendu. Au niveau des prix, au niveau des revenus des gens, et d'ailleurs, ça crée des emplois, etc. Et la panier de la ménagère, d'ailleurs, le panier de la ménagère. Tout ça, oui. Et là, ça donne la possibilité aux entreprises, par exemple, de s'installer n'importe où sur le territoire, puisqu'ils savent qu'ils ont accès à tout. Et donc, du coup, les investisseurs qui sont à l'extérieur, ils peuvent dire, oui, il y a telle opportunité dans ce pays, on peut se déplacer, etc. La même chose, c'est les infrastructures énergétiques. Aujourd'hui, il n'y a pas un investisseur qui est consommateur d'énergie qui va se mettre dans ce pays, puisque l'énergie ne suit pas. Vous savez, à peu près 40% de la productivité des entreprises est liée à l'accès à l'énergie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand vous regardez la manière dont l'énergie est produite, transportée, distribuée chez nous, bon, il n'y a pas encore ça. Il y a un consortium qui doit se mettre en place. Oui. Le consortium, d'ailleurs, piloté par l'Afrique du Sud, où l'Afrique du Sud va récupérer plus de 55% de notre énergie, d'ailleurs, de Inga 2, Inga 3. Pensez-vous que c'est quelque chose normal de les laisser partir, même s'ils vont apporter un investissement important, de partir tout ce flux financier et énergétique dans un pays étranger? Alors, sans faire la politique, je voulais dire ceci. Les pays doivent maîtriser son développement. C'est-à-dire que nous devons, dans ce pays, avoir la capacité de concevoir nous-mêmes nos projets de développement. Or, pour les concevoir et amener à bien ces projets, on doit avoir les moyens financiers pour le faire. Aujourd'hui, on n'a pas ces moyens,
Donc on laisse les projets dans les mains des bailleurs de fonds. Et ces bailleurs de fonds, ils n'ont pas forcément la même vision, les mêmes intérêts que ceux de la République démocratique du Congo. Oui, mais Donc, pour revenir, oui. je vais y arriver. Donc, pour revenir à ce que vous venez de dire, déjà, si le pays s'est doté d'une structure de planification des investissements avec une déclinaison opérationnelle pour voir tel projet, il est bien, parce que ça, il est connecté à telle chose, il y a une cohérence avec telle autre chose, puisqu'il répond aux besoins de tel machin, parce que stratégiquement, ça nous conduit à ça, etc., etc., qui est une expertise technique, une expertise politique, stratégique, pour tous ces projets qui sont des projets structurants. Les transports, c'est structurant. Je vous ai dit son rôle dans l'unité nationale. L'énergie, pareil, c'est structurant. Bon, c'est aussi un appel aux investisseurs qui doivent venir pour investir dans si les infrastructures sont là, les investisseurs vont venir. Et une fois que les investisseurs sont là, qu'on commence à produire la richesse, c'est petit à petit qu'on sort de la dépendance. Et ça doit répercuter au niveau du panier de la ménagère. Voilà, etc. Voilà. Mais si aujourd'hui, on se dit, bon, on saupoudre aujourd'hui une infrastructure là-bas sans cohérence et sans stratégie du futur, on va se retrouver en train de rafistoler telle ou telle chose sans regarder la cohérence avec tel autre investissement, etc., etc. Et tout ceci entre les mains des privés. On va terminer, on va aller vite. Voilà, on va aller vite. Dites-moi, quand vous parlez de tout cela, on a besoin de bailleurs de fonds, etc., pour apporter une aide, mais on a appris dernièrement que 9 milliards sont évaporés dans les Katanga. Comment voulez-vous expliquer qu'il y a l'argent en RDC, il y a des trous sans fond dans les caisses de l'État, on vole, on pille, et puis on cherche l'argent chez les bailleurs de fonds, il y a l'argent en RDC. Pour terminer avec ça. Mais c'est ça le paradoxe, puisque c'est un pays où on devrait collecter les revenus de manière à renflouer les caisses de l'État, mais on sent qu'il y a de la perdition. Actuellement, il y a des efforts du gouvernement pour pouvoir rassembler quelque chose, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire. Comment voulez-vous, un pays grand comme celui-là, avoir un budget de 9 milliards de dollars